Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 5 avril 2018, voici la une du journal. Mission accomplie pour le Conseil constitutionnel. La haute juridiction livrait les résultats des sénatoriales ce jeudi. Le RDPC est en tête avec 63 sièges, suivi du SDF 7 sièges. Analyse et commentaires dans un instant. Mission de sécurisation en marche dans 6 régions du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale interdit les armes à feu et ferme les armureries jusqu'à nouvel ordre dans ces régions. Explication du texte dans ce journal. Mission terminée pour Florent Etoga Eli. La dépouille mortelle du premier directeur général de la Sopecam et de la CRTV était mise en bière ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé. Hommage et reconnaissance de la nation, c'est à vivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Large victoire du RDPC au sénatorial 2018. Le parti l'emporte avec 63 sièges sur les 70 qui étaient en jeu au scrutin. Le SDF comptera 7 sièges au Sénat. Ce jeudi 5 avril était donc jour des résultats pour le scrutin du 25 mars. L'audience solennelle du Conseil constitutionnel, conduite par le président Clément Atangana, a dévoilé la configuration prochaine de la Chambre haute du Parlement. Première lecture, Lucrèce Modou-Ndiamba. 9 au départ et 2 seulement à l'arrivée. En effet, de la proclamation des résultats des sénatoriales de ce jeudi, on retient que seul le RDPC et le SDF ont obtenu un nombre de suffrages à même de leur ouvrir les portes du Sénat. Des 9 819 suffrages valablement exprimés, le RDPC s'en tire avec 7 966 voix, soit 63 sièges, le SDF 846 voix, soit 7 sièges. Si ces sièges du parti de Nidjon Froundi sont le fruit de sa seule victoire, dans la circonscription électorale du Nord-Ouest, le RDPC par contre peut se targuer d'une victoire nationale. Nous avons la réalité du Cameroun. Je crois que la dernière fois, il y avait des accidents et je suis heureuse que le RDPC ait approché les 70 sénateurs. Ça montre que le parti au pouvoir est toujours solide. On regrette un peu que nous et nos frères de Nord-Ouest sommes perdus, mais c'est la démocratie. Il y a le RDPC et le SDF, mais il y a aussi les 7 autres partis qui étaient en compétition. Ils s'en sortent avec quelques suffrages glanés ça et là. L'UNDP 581, l'UDC 158, le FSNC 75. Pas assez pour prendre place au Sénat, mais suffisant pour se faire une religion sur ce scrutin. La première impression que j'en tire, c'est que parmi les 70 sénateurs, plus de 35% sont des femmes. Je m'en réjouis personnellement. L'autre leçon, c'est une leçon de simple constat. Ceux qui avaient plus de grands électeurs ont remporté les élections. Et c'est le sort normal de ce type d'élection au suffrage indirect. Mais la grande victoire des sénatoriales, c'est assurément le taux de participation. 10 112 inscrits, 9 902 votants, soit... Taux de participation 97,92%, abstention 210, bulletin nul 83, suffrage valablement exprimé 9 819. Après la proclamation des résultats ce jeudi, chaque parti politique en lice pour les sénatoriales sait donc désormais à quoi s'en tenir en attendant les 30 sénateurs qui seront nommés par le président de la République dans les prochains jours. 2 partis politiques à l'arrivée sur 9 partant le 25 mars. C'est donc l'aboutissement d'un processus électoral conduit de main de maître par l'ECAM et par le Conseil constitutionnel. Chacune dans ses prérogatives, les institutions ont joué leur partition, donnant à voir une grande vivacité de la démocratie camerounaise. Voici la réaction de quelques acteurs de la classe politique, des réactions recueillies par Richard Talatodem. Le jour des résultats, l'attention était soutenue dans la salle des audiences du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé. Et quand le président Clément Atangana donne la liste des élus, c'est la délivrance. Parmi les 9 partis politiques qui étaient en compétition, il y a l'UDP, United Democratic Party, qui croit que son coup d'essai a été un coup de maître. Le résultat a été bien compté et nous sommes très contents de ce qui a été proclamé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. C'est un bon départ pour nous.
C'est la première fois que nous compétissons dans cette situation sénatoriale. Et de 0 à 16 voix, ça veut dire que nous sommes prêts pour la continuité. Au RDPC, on se satisfait du résultat d'un travail bien fait. Nous avons le sentiment du travail accompli. Nous avons certainement gagné. Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'UNDP n'a pas eu de sénateur, mais dans le parti de Bel Lobo Bamaigari, on est content du Conseil constitutionnel et du processus électoral. L'UNDP constate que ces résultats sont conformes à ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. On n'a pas constaté de fraude, puis l'UNDP, dans pratiquement toutes les régions, a eu des voix, bien qu'elle n'avait pas de conseillers municipaux dans 6 régions sur 10. Donc l'UNDP est plutôt satisfaite. In fine, tout le monde, il est content du point d'orgue des sénatoriales 2018, rythmé par le Conseil constitutionnel. Il faut rappeler que conformément à la loi, 30 sénateurs seront nommés par le chef de l'État, soit 3 par région, et ce, au plus tard le 15 avril, c'est-à-dire dans 10 jours. Et en attendant de voir donc d'autres nouvelles personnalités entrer au Sénat, allons d'abord à la découverte de la nouvelle élue de la région du Centre. Elle s'appelle Eliane Kungu-Edima, elle est journaliste, diplômée de la promotion 2002 de l'ESTIC. Elle fera donc ses premiers pas au Sénat à cette prochaine législature. Voici son portrait brossé par François Bakary de CRTV Centre. Eliane Kungu-Edima est le premier enfant de la famille de l'emblématique Ferdinand Kungu-Edima, de regrettée mémoire, ancien ministre de l'administration territoriale et ancien président du canon sportif de Yaoundé. Elle a de qui tenir. Cette journaliste de CRTV, mère de plusieurs enfants biologiques et naturels, qui a passé toute son enfance en France. Rentrée au pays, titulaire d'une licence S-lettres langue vivante, obtenue à l'Université de Paris 7e, elle intègre la CRTV en 1991, non sans avoir trimé un peu le temps de quelques années. Elle commence à militer au RDPC alors qu'elle est étudiante à Paris. Première présidente de la section OF d'Union Esso Nord, nommée au bureau national de l'OF et membre de la commission permanente départementale du RDPC d'Union Esso. Son élection se présente donc un peu comme le couronnement d'un long parcours. C'est la main de Dieu. Dieu m'avait dit il y a 2 mois que je serais là, j'allais dire que c'est faux, ce n'est pas possible. Et je me retrouve là. Cette Benjamin, du groupe des 10 sénateurs du centre, s'est voulue trop chiche en déclaration. Elle est restée modeste plutôt. Je suis joyeuse parce que ça n'arrive pas tous les jours. Être sénateur, ce n'est pas très évident. Quand on intègre un groupe comme celui-là, on ne peut être que fier. La cinquantaine bien sonnée, Eliane Kungu ne s'intéresse pas trop aux choses de la vie. Cette fervente croyante a tout remis à Dieu. L'issue de ces élections sénatoriales n'était pas du tout évidente pour le RDPC dans la région de l'Ouest. Jusqu'au bout, les militants dans cette région ont eu des sueurs froides pour leur liste à ce scrutin, jusqu'au rejet par le Conseil constitutionnel de la requête introduite par l'UDC, c'était au Palais des Congrès. D'où la joie, le soulagement légitime pour le RDPC dans cette région. Ce jeudi, Jean de Dieu Kouagné est à Bafoussam. Après le scrutin sénatorial du 25 mars dernier dans la région de l'Ouest, c'est dans la sérénité que militantes et militants du RDPC attendaient les résultats officiels. Transistor à l'oreille et devant le petit écran, ils n'ont rien raté de la proclamation des résultats. L'Ouest a aujourd'hui 7 sénateurs élus. Hier, c'était 3 sénateurs nommés. Aujourd'hui, c'est 7 sénateurs élus. En attendant les nommer, il y a de quoi être très content. Moi, je suis satisfait. À l'UNDP, on reste serein et espère mieux faire aux prochaines échéances électorales. Maintenant, les 70% des sénateurs sont connus. Nous pensons que nous allons résolument vers les prochaines échéances. Le RDPC, dans la région de l'Ouest, pour cette deuxième mandature du Sénat au Cameroun, a confiance aux sénateurs élus. Nous attendons ce que ceux qui ont été choisis aillent à l'Assemblée maintenant, au Parlement, montrer de quoi ils sont capables. Dans les différents états-majors des candidats, c'est déjà la fête.
Dans la région de l'extrême nord, la proclamation des résultats des sénatoriales intéressait tout particulièrement 3 formations politiques. Le RDPC qui a remporté tous les sièges, l'UNDP et l'ANDP satisfaits d'avoir participé. Le tour des états-majors politiques dans cette région avec notre correspondant là-bas, Aladi Mustafa. La proclamation des résultats des élections sénatoriales du 25 mars dernier a été suivie avec beaucoup d'intérêt à Maroua en général et au sein de 3 formations politiques en compétition en particulier. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui a raflé tous les sièges à l'extrême nord, c'est la satisfaction. Nous avions été là où nous avions été, nous avions placé les mots appropriés là où il fallait les placer et nous avions travaillé comme cela devait être, nous l'avions fait. Donc pour moi la surprise serait de ne pas avoir, n'est-ce pas, le taux que nous avions eu, c'est-à-dire les 63 sur 70. À l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, l'on est fier d'avoir participé aux élections. L'UNDP a effectué une percée très significative, très satisfaisante. Et ça nous donne une très bonne impression de ce que aux élections futures, l'UNDP marque sa présence et nous ferons de très belles surprises lors des échéances prochaines. Même réaction à l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès ANDP qui a aussi pris part aux élections. Nous sommes très contents d'y être allés. Bon, c'est la démocratie, les urnes ont parlé. Nous n'allons pas regretter ce que nous avons fait. Un peu dessus, oui, que les électeurs n'ont pas porté leur bulletin sur nos candidats. Nous sommes fair-play à l'ANDP. À présent, les regards sont tournés vers le président de la République qui nommera les 30 autres sénateurs. Et c'est donc pour la suite de ce processus, il faut déjà dire que le Conseil constitutionnel réussit ce jeudi son tout premier test. La haute juridiction est entrée sur la scène politique nationale sur les chapeaux de roue, on se souvient, immédiatement attelée à conduire le processus pour cette élection des sénateurs, gérant les phases du contentieux préélectoral et puis post-électoral avant l'apothéose ce 5 avril. Attendu maintenant pour couronner le processus, on l'a dit, la nomination des 30 sénateurs par le président de la République, puis ce sera la session de plein droit, la rentrée de cette deuxième législature prévue le 24 février, c'est-à-dire le 3e mardi après les résultats. Un processus réglé comme sur du papier à musique, il faut le dire, Eugène Bey. 2 étapes importantes restent à franchir pour la fin de ce processus enclenché le 7 février dernier. L'article 214 alinéa 1 de la loi portant code électoral dispose que chaque région est représentée au Sénat par 10 sénateurs, dont 7 élus et 3 nommés par décret du président de la République. L'alinéa 3 de l'article 215 de la même loi précise que la nomination de ces 30 sénateurs intervient dans un délai maximal de 10 jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Tout laisse penser que cet acte présidentiel pourrait intervenir au plus tard le 15 avril prochain. La deuxième étape est celle qui marque l'entrée en fonction des 100 sénateurs. D'après l'article 15, alinéa 2 du Code électoral, le Sénat s'est réuni de plein droit en session ordinaire le 3e mardi, suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales. Au regard de la loi, ce sera le 24 avril prochain. À l'occasion, le Sénat élira son bureau, les sénateurs arboreront leurs insignes et attributs. C'est alors à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que le travail commencera dans la Chambre haute du Parlement. Vous l'aurez donc corrigé, c'est bien le 24 avril prochain. On l'a dit, ce sera le 3e mardi après les résultats, la rentrée de cette deuxième législature au Sénat. Parlons de tout à fait autre chose à présent, de la circulation illicite des armes à feu au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale siffle la fin de la récréation. Dans un communiqué signé hier mercredi, Paul Atangandji décide en effet de la fermeture des armureries et interdit jusqu'à nouvel ordre la vente des armes de chasse et de protection et même des munitions assorties dans 6 régions à travers le Cameroun. Une mesure sécuritaire qui vient réglementer la prolifération de ces armes à feu à travers le territoire. Éric Benjamin, la maire.
Les chiffres seuls font peur. Environ 45 millions d'armes légères et de petit calibre circulent dans la sous-région Afrique centrale, dont une partie non négligeable se trouve au Cameroun. Ces armes alimentent le réseau de la grande criminalité, de la criminalité transfrontalière et bien entendu du terrorisme. Les récents événements dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest ont montré combien ces armes sont destructrices et meurtrières. Les bandes armées opérant en petits groupes utilisent cet arsenal pour commettre leurs exactions à la fois sur les populations civiles que sur les cibles militaires. À titre d'illustration, ces armes ont tué plus de 3 500 000 personnes en 14 ans en République démocratique du Congo. C'est pour éviter cette escalade que le ministre de l'administration territoriale a interdit la circulation et la commercialisation des armes dans 6 des 10 régions du Cameroun. De même qu'il instruit un inventaire exhaustif de l'arsenal existant tout en demandant aux détenteurs de ces armes ayant des obligations de port d'armes de se faire à nouveau enregistrer auprès des autorités compétentes. Cette mesure qui s'étend aux armes de fabrication artisanale donne 30 jours à ceux qui les détiennent illégalement pour les déposer auprès du sous-préfet ou du préfet territorialement compétent. Des nouvelles de la FIAC, la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala, comme elle va. Il y avait là-bas ce jeudi, dans la capitale économique, une conférence débat autour de la table des opérateurs économiques et plusieurs experts financiers. Tous sont venus évaluer l'état des lieux des accords de partenariat économique. Pour les détails, retrouvons à Douala Marcel Kassibili. L'auto-emploi est la voie professionnelle choisie par plusieurs personnes pour faire face au problème du chômage. Cependant, concevoir, mettre en place et faire fonctionner son entreprise constitue souvent un véritable chemin de croix, notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir les financements nécessaires. Les difficultés que nous rencontrons en tant que promoteurs de start-up pour trouver des financements. Même quand votre projet, votre entreprise a du potentiel, même quand votre compétence n'est pas à redouter, le banquier estime toujours qu'il faut plus de garanties. Mais c'est compliqué parce qu'il faut bien commencer quelque part. Je crois que si on avait demandé des garanties à M. Zuckerberg, Facebook n'existerait pas aujourd'hui. Donc c'est bien de mesurer le risque, c'est bien de demander des garanties, mais on peut aussi s'appuyer sur le facteur potentiel. C'est pour aborder ces difficultés que le groupement interpatronal du Cameroun a organisé au club Camtel de Bépanda un atelier qui a vu la participation des promoteurs de plusieurs start-up et représentants des institutions bancaires. Il ressort des échanges que l'heure est à l'accompagnement et plus nécessairement au seul financement des projets. Sur la base des conclusions de cet atelier, on peut dire que la nécessité du partenariat entre les PME et le secteur bancaire est définitivement établie. Nous reviendrons certainement sur ce point de Marcel Kassibili sur les accords de partenariat économique à Douala dans d'autres éditions de journaux télévisés. C'était donc tout à fait autre chose avec notre correspondant permanent à Douala. Parlons à présent du café, l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar qui vient d'achever son assemblée générale. C'était ici même à Yaoundé, une rencontre présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana. Il s'agissait d'envisager les modalités pour une meilleure promotion du café Robusta à l'échelle mondiale. Les conclusions de ces travaux, Florence Ngwangeli. Le café Robusta était au centre des débats pendant ces assises de l'agence des cafés Robusta de l'Afrique et de Madagascar, ACRAM. Des questions liées aux défis nouveaux de la filière ont été analysées et des voies de réflexion proposées. Il faut à la CRAM, même si elle est naissante, une structure juridique. Moi, je ferai un applaudissement pour les jeunes qui nous ont beaucoup édifiés, pour les femmes, donc genre. En procédant à la clôture de cette 6e édition de la CRAM, le ministre du Commerce, Luc Magloire Atankana, a recommandé aux participants de travailler davantage pour contribuer à l'émergence de la filière café Robusta au niveau mondial. La relance passerait par le développement de la recherche. Le développement de la recherche devant lui-même se traduire par une plus grande disponibilité des plans. Donc on peut maintenant dire qu'à l'issue de Yaoundé,
les producteurs pourront disposer de plants en nombre, mais aussi en qualité. Et c'est lors de l'Assemblée générale extraordinaire prévue en mai 2018 à Libreville au Gabon que seront fixés la date et le lieu des travaux de la 7e édition de l'Assemblée générale de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM. En nécrologie, la reconnaissance et l'hommage de la nation à Florent Etoga Eli, la dépouille mortelle du tout premier directeur général de la CRTV et de la SOPECAM, était mise en bière ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé, à la levée de corps, tout comme à la messe de requiem en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Le président de la République était représenté par le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbargambois. Le reportage Serge Atangana Bissot. Les ministres de Dieu tout de blanc vêtus, comme pour un dimanche de Pâques, les ministres des hommes venus en genre et en nombre, comme pour une fête. Des hommes, des femmes d'aujourd'hui, d'hier et même d'avant-hier, l'âge du gisant 82 ans l'autorise. Voilà l'authentique pied de nez à la mort que les textes lus depuis la mise en bière à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé jusqu'à la messe de requiem à la cathédrale déroulent. La grande faucheuse, moquée par le parterre de fleurs aussi. Le couple présidentiel, fidèle et reconnaissant à un serviteur de l'État parmi les plus méritants. La famille biologique, bien sûr. La CRTV, cette autre famille dont il est resté l'égérie, le patriarche. La gerbe ne suffit même pas ici. Charles Ndongo en personne est au premier rang. Les regards, les attitudes sont graves. Les mines tristes, comme perdues pour un temps, car il faut continuer de moquer la mort. La pluie ne fait rien à l'affaire. Florent Etoga Eli, après les hommages de la mise en bière, est à l'heure à la messe, une parmi ces dernières. Il a précédé le représentant personnel du chef de l'État, le ministre Philippe Mbargambois. Lui, le chrétien privilégié, ami des évêques, laïc engagé s'il en est. À lui, les belles mélodies. Toujours ce pied de nez à la faucheuse. Que peut-elle donc d'autre? Le musicien de l'écriture et de la langue française, couché dans le catafalque, cela suffit. Son œuvre, elle, survit. Des écrits innombrables sur Dieu, sur les hommes, sur la vie. Humanisme laïque, social, on dit les témoignages. Enfin, l'homme public, le frère Mvognamier, l'épicurien d'alcôve. Autant de souvenirs pour Suzanne, la petite maman, et néanmoins fille du patriarche, restée digne, comme tous d'ailleurs dans la famille. Quand le premier directeur général et de la télévision nationale et de Cameroun Tribune, non moins nationale, entame le dernier voyage. On ne pleure pas une vie si pleine. Le seul, le vrai tombeau des morts est dans le cœur des vivants. Et il y a matière. L'ancien directeur général de Cameroun Tribune et de la CRTV sera inhumé samedi à Soa. Les régions dans le 20h30, direction la région du Sud, pour ouvrir le dossier sur la gestion des forêts. Avec ses 2 millions d'hectares de forêts, la région du Sud occupe le 2e rang au plan national après la région de l'Est. Des forêts à la classification parfois complexe. Voici les éclairages à ce sujet de Anissé Sister et Siane de CRTV Sud. La forêt, l'or vert de la région du Sud. Dans cette partie du pays, la surface forestière est évaluée à plus de 2 millions d'hectares. De quoi rivaliser le grand massif de la région de l'Est. Pour son exploitation durable, l'État a établi une méthode de gestion. La loi de 1994 définit la forêt en deux domaines. Le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent. Dans le domaine forestier permanent, nous retrouvons là les UFA, les unités forestières d'aménagement, les forêts communales. Et dans le domaine forestier non permanent, nous avons les forêts communautaires, les ventes de coupes. Sur l'ensemble de la région, l'on dénombre 31 unités forestières d'aménagement,
16 forêts communales et 122 forêts communautaires. Malgré cette répartition, la gestion des ressources qui en découlent demeure la source des discordes. La forêt fait partie des ressources dont dispose la République, au même titre que le pétrole, au même titre que les minerais qui sont abondamment exploités du côté de l'Est. Mais il est à déplorer que nous voyons simplement des grandes exploitations forestières, mais nous tardons à voir les bénéfices, n'est-ce pas, de la présence de ces exploitations. L'État a conçu une réglementation favorable, n'est-ce pas, aux communautés locales, mais une réglementation qui n'est pas implémentée sur le terrain. À ces incompréhensions dans la gestion s'ajoutent d'autres menaces, parmi lesquelles la déforestation due aux coupes illicites du bois. Nous avons beaucoup des essences également, des essences qui sont très prisées, telles que les bibingas, les wenge, mais qui sont aujourd'hui en citesse parce que forte demande de ces essences. Dans cette juxtaposition d'acteurs, les populations riveraines, peuples de la forêt, cherchent toujours la part qui leur revient. Lumière à présent sur la gestion des forêts dites communales, ces concessions forestières allouées aux communes pour accroître les revenus de ces collectivités territoriales décentralisées. Une gestion maintenant très controversée. Nous allons à la commune d'Ambam, c'est dans la vallée d'Untem. La commune exploite plus de 42 000 hectares de forêt, mais avec quelle transparence et pour quelles retombées exactement pour les communautés? Voici l'enquête de Jean-René Mengele de CRTV Sud. L'arrêté conjoint signé par les ministres des Forêts et de la Faune, des Finances et de l'administration territoriale a fixé la clé de répartition des revenus issus des forêts communales. Lorsqu'une commune bénéficie d'une forêt communale, elle a l'obligation de répartir les revenus en deux grands groupes, 70% des revenus, pour la réalisation des projets d'investissement d'intérêt communal, c'est-à-dire pour l'ensemble des villages et quartiers. Mais nous avons également 30% qui reviennent aux communautés villageoises riveraines. Si le texte est clair dans son principe, son application n'est pas du tout évidente. Les impôts n'envoient plus l'argent dans les comptes des mairies, les impôts envoient l'argent directement au trésor et lequel trésor est chargé en créant des comptes d'approvisionner les mairies. Certaines dépenses courantes sont payés avec l'argent qui venait pour les communes. Et c'est ça qui fait que lorsque les communes demandent les décaissements, on se retrouve dans des situations où l'argent existe dans le compte de la mairie, mais concrètement, l'argent n'existe pas parce que cet argent a été utilisé pour autre chose. La pression exercée sur le maire est pourtant forte. Les populations attendent ce qui leur revient de droit. On a demandé les puits parce que nous sommes en 3 hameaux. La chefferie doit avoir un puits. Ceux qui sont ici au milieu, à l'entrée, doivent avoir un puits. Ce n'est qu'à la base qu'il y a le puits. On veut une école. On a aussi monté le dossier, c'est au niveau de la hiérarchie. On attend encore les résultats. La réglementation forestière qui impose une assiette de coupe annuelle à la commune est une autre exigence. Conséquence, la commune ne peut réaliser qu'avec les moyens à sa disposition. Ça nous aide souvent à puiser de l'eau pour le village. C'est lui qui a fait ce puits pour nous aider. La réalisation d'un point d'eau coûte en moyenne 8 millions de francs, selon la Mercuriale. Pour réaliser donc des points d'eau dans l'ensemble des villages, c'est-à-dire les 86 villages que compte la commune d'Ambam, il faut faire 8 millions multiplié par 86. Je voudrais rappeler ici que l'hôtel de ville ultramoderne d'Ambam a été réalisé sur fonds propres. Et quel que soit le niveau d'intégrité du maire, de forts soupçons pèseront toujours sur lui, chacun ayant le désir de voir une réalisation dans son village ou devant sa cour. Direction à présent l'Adamawa pour la grande enquête du 20h30. Focus sur les travaux de réhabilitation du tronçon de route Ngaoundéré-Dang. C'est sur la nationale numéro 1. Le chantier redonne de l'espoir aux riverains et c'est là un projet qui devrait relancer la vie économique locale. Omarou Kadili est à Ngaoundéré.
Long de 10 km, le tronçon Carrefour Bois de Mardoc, route aéroport, guérite universitaire de Ngaoundéré, connaît une cure de jouvence. Subdivisé en 3 lots, les travaux de réhabilitation et de construction sont en cours. À ce jour, nous avons déjà fait les travaux de décapage pour une bonne sur presque 3 km qui constituent les travaux préparatoires de la première section, qui part du carrefour Rond-Point de Mardoc au carrefour total. Les ouvriers de l'entreprise tchado-marocaine en charge du dit chantier s'attellent à redonner un nouveau visage à cette voie de la nationale numéro 1. Seulement, sa faisabilité en a pris un sérieux coup pour des raisons évidentes. Il y avait d'abord la définition des tâches à exécuter. Parce que ça, c'est un projet l'entretien confortatif lourd. Ça veut donc dire d'une part, on fait une réhabilitation, d'autre part, on fait de l'entretien. Il fallait que l'entreprise ait d'abord une carrière capable de fournir les granulats, le matériel nécessaire pour la reconstruction de cette route. C'était ça le principal obstacle de ce projet. Maintenant, l'entreprise a des difficultés pour l'exécution des prestations proprement dites. Malgré un niveau d'exécution encore de 20%, l'espoir est plus que jamais aujourd'hui permis de voir cet axe capital définitivement réouvert à la circulation des personnes et de leurs biens. Actuellement, l'entreprise est déjà en train de faire les travaux qu'elle était supposée faire il y a 1 an. Sur le premier kilomètre, il y a eu de l'excavation. On a même déjà rechargé avec le 0,315 qui est la couche de base sur presque 1 kilomètre. Et donc cette partie n'attend que les enrobés. À côté du maître d'ouvrage, qu'est le ministère des Travaux publics, l'autorité administrative de la région aussi suit de près l'évolution des choses. Cet axe est un axe important et qui devrait être refait dans un délai de 18 mois. Cette entreprise a eu tout le mal du monde et aujourd'hui il y a une visibilité dans la réalisation de cet axe important. Passé la prorogation du délai d'exécution de 8 mois, reste à espérer la livraison à temps de l'ouvrage prévu cette fois pour fin mai 2018 à la satisfaction des usagers. Parlons à présent de ce cri d'alarme de la SOSUCAM. La société sucrière du Cameroun est victime de sa bonne production. Elle croule à présent sous des tonnes d'invendus, 45 000 tonnes au total qui attendent acquéreurs dans les magasins de la SOSUCAM. Et ici en cause, l'entrée massive de divers sucres importés sur le territoire national. Steve Tchega et Kembenge. Un business de sucre qui pourrait tourner à l'amertume pour la SOSUCAM. Ces usines étouffent, saturées par ces stocks de production. 45 000 tonnes équivalent à 3 mois de consommation nationale. L'un des lanceurs d'alerte, c'est lui, le directeur commercial, qui ne raccroche plus et appelle les régulateurs du marché au secours. Aujourd'hui, sur nos 2 usines, nous avons à peu près 45 000 tonnes de sucre en stock et nous faisons face à d'importantes importations. Il y a une incapacité, il y a une impossibilité d'écouler nos sucres granulés. Ce qui dérange, c'est les importations et la contrebande. Elles piquent des parts de marché à la SOSUCAM avec leurs 45 000 tonnes enregistrées depuis le mois de janvier. Conséquence, la SOSUCAM qui produit 800 tonnes de sucre par jour n'en écoule que 200 aujourd'hui. Et à ce rythme-là, d'ici juin, on pourrait atteindre un pic de 70 000 tonnes de sucre, ce qui pourrait engendrer une crise de surproduction si la concurrence continue de rentrer. Et les magasins ne pourront plus supporter le flux de sucre. On nous a demandé de baisser la cadence pour que on ne puisse pas saturer les magasins, parce que les magasins n'ont plus un endroit où stocker les sucres. Il faut donc protéger la vallée du sucre, tapissée sur 25 000 hectares entre Nkoteng et Mbandjok. La SOSUCAM est le premier employeur privé national, avec 8 000 emplois pour une masse de salaire chiffrée à 14 milliards.
plus les charmes de Princesse Tati dans l'agro-industriel. Nous accompagnons toutes les unités de transformation présentes sur le territoire, les brasseurs, les chocolatiers, les biscuitiers. C'est le sucre de la Sosucam. Le comité interministériel de régulation du marché du sucre avait pourtant annoncé la nécessité en février dernier de suspendre les importations. En ce mois d'avril, la Sosucam attend toujours l'application de cette résolution. En attendant, elle broie ses cannes, 300 tonnes par heure. Pas plus lourd que le stress, qu'elle broie aussi de son mieux. Dans le courrier présidentiel, signalons d'abord ce télégramme officiel du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Cyril Ramaphosa, le président de la République d'Afrique du Sud à Pretoria. Le président Paul Biya écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec émotion le décès de Madame Winnie Madikizela Mandela, survenu à l'hôpital de Johannesburg. Je salue la mémoire d'une femme d'exception dont les convictions et l'action laissent une forte empreinte dans la nation arc-en-ciel. En effet, Winnie Mandela fut une militante engagée et renommée de l'African National Congress. Elle aura consacré sa vie à la lutte pour la liberté, la dignité, la justice, la démocratie et le progrès. En cette triste circonstance, je vous adresse ainsi qu'à la famille Mandela, à l'ANC et au peuple sud-africain endeuillé mes sincères condoléances. J'y associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Un autre télégramme officiel du chef de l'État est adressé à son Excellence Carlos Alvarado, le président élu de la République du Costa Rica à San José. Le président Paul Biya écrit « Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre élection à la magistrature suprême de votre pays. J'y joins mes souhaits de succès dans l'exercice de votre haute fonction. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Il faut signaler que le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale situé entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, réputé pour la qualité de ses plages, ses volcans, ses musées qui en font une destination touristique de rêve. Parlons sport à présent et les 21e Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie. La compétition est véritablement entrée dans le vif du sujet. Ce jeudi, au terme de la journée, 11 pays ont déjà glané au moins une médaille. La Grande-Bretagne est en tête avec 5 métaux. Le Cameroun démarre plutôt timidement la compétition. Allons donc voir la journée de la Team Cameroun à Gold Coast. C'est avec l'envoyé spécial de la CRTV, Charlie Mérinos Liato. Sur ce plateau de champions, Olivier Matamatam a tout donné pour se hisser au sommet. Mais face à l'adversité, il a aussi concluant à l'épreuve de l'arraché. Pourtant, il était proche de franchir la barre des 116 kg. Mais trop peu pour inquiéter Pakistanais et Malaisiens, trop visiblement très en forme. Soutenu par un public passionné, le candidat camerounais a tenté de se rattraper à l'épreuve de l'épaulé jeté. Une tentative péniblement réussie à 100 kg avant de sombrer au dernier essai à 150 kg. C'est là que les espoirs du Cameroun s'estompent pour céder la place au Malaisien Mohamed Asnil, vainqueur de l'épreuve et médaillé d'or avec un total cumulé de 288 kg. Il est suivi au classement de Barou Morea de Papouasie et de Talib Tala du Pakistan. Olivier Matamatam, lui, a terminé 8e au classement général avec un total cumulé de 258 kg. Un raté que devraient corriger les boxeurs qui montent sur le ring ce vendredi pour leur début de compétition. C'est à suivre donc demain à Gold Coast avec nos envoyés spéciaux.
Tournoi de l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, entrée là encore plutôt timide du Cameroun dans la compétition. Ce jeudi, la sélection nationale des moins de 17 ans a réalisé un match nul, un but partout face au Tchad. Allons au stade militaire de Yaoundé avec ce reportage de Évariste Yanga. 2 buts à l'opposé temporel, celui du Cameroun en début de match, une signature technique de Nelson Djembe. Puis l'égalisation du Tchad en fin de match estampillée Ali Mahamat en solitaire. La sélection tchadienne arrache le match nul 1-1. Et les enfants ont aussi vraiment contré l'équipe camerounaise en deuxième partie en jouant des passes courtes et puis jouer sur le côté et puis procéder par l'attaque rapide. Coup de froid chez les Camerounais de moins de 17 ans. La victoire a glissé entre les griffes des Lionceaux. Si on avait eu à travailler, je crois qu'on n'aurait pas pu peiner à la fin comme on a peiné après l'équipe avait ses égalises. Donc voilà. Séance de rattrapage ce vendredi, le Cameroun sera face à Sao Tomé et Principe. C'est le dernier match de poule. Pas de compétition ce jour pour les autres pays, mais tous ont participé à la cérémonie d'ouverture en 3 tableaux. Un défilé des délégations, des discours de lancement du président de l'UNIFAC, du président du comité d'organisation locale et du représentant du ministre des Sports. Puis, ce coup d'envoi. Je me réjouis du fait que j'ai assisté vraiment à un match que je ne m'y attendais pas. Ça prouve que notre sous-région a des jeunes talents. Mais il faut multiplier les compétitions pour les mettre en jambes et préparer leur carrière. Suite de la compétition ce vendredi, Cameroun, Sao Tomé et Principe au stade militaire et Congo République centrafricaine au stade Omnisport de Yaoundé. Voilà la fin de ce 20h30. Pour l'essentiel à retenir, ces missions accomplies pour le Conseil constitutionnel. La haute juridiction livrait les résultats des sénatoriales ce jeudi. Le RDPC arrive en tête avec 63 sièges, suivi par le SDF, 7 sièges. Mission de sécurisation en marche dans 6 régions du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale interdit les armes à feu et ferme les armureries jusqu'à nouvel ordre dans 6 régions à travers le territoire national. Et ces missions terminées pour Florent Etoga Eli, la dépouille mortelle du tout premier directeur général de la SOPECAM et de la CRTV était mise en bière ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé. L'inhumation suivra samedi à Soa. C'était donc le 20h30 préparé avec la collaboration de Catherine Toulou et Langa. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Baldwin Sama. Retrouvez juste après ce journal votre magazine Ambiance Cannes. Et pour les éditions du week-end, dès demain, le 20h30, ce sera avec Karine Olivia Bitt. D'avance, un très bon week-end et à lundi, 20h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 5 avril 2018, voici la une du journal. Mission accomplie pour le Conseil constitutionnel. La haute juridiction livrait les résultats des sénatoriales ce jeudi. Le RDPC est en tête avec 63 sièges, suivi du SDF, 7 sièges. Analyse et commentaires dans un instant. Mission de sécurisation en marche dans 6 régions du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale interdit les armes à feu et ferme les armureries jusqu'à nouvel ordre dans ces régions. Explication du texte dans ce journal. Mission terminée pour Florent Etoga Eli. La dépouille mortelle du premier directeur général de la SOPECAM et de la CRTV était mise en bière ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé. Hommage et reconnaissance de la nation, c'est à vivre dans cette édition. Voilà pour les titres.
Large victoire du RDPC au sénatorial 2018. Le parti l'emporte avec 63 sièges sur les 70 qui étaient en jeu au scrutin. Le SDF comptera 7 sièges au Sénat. Ce jeudi 5 avril était donc jour des résultats pour le scrutin du 25 mars. L'audience solennelle du Conseil constitutionnel, conduite par le président Clément Atangana, a dévoilé la configuration prochaine de la Chambre haute du Parlement. Première lecture, Lucrèce Modou-Ndiamba. 9 au départ et 2 seulement à l'arrivée. En effet, de la proclamation des résultats des sénatoriales de ce jeudi, on retient que seul le RDPC et le SDF ont obtenu un nombre de suffrages à même de leur ouvrir les portes du Sénat. Des 9 819 suffrages valablement exprimés, le RDPC s'en tire avec 7 966 voix, soit 63 sièges, le SDF 846 voix, soit 7 sièges. Si ces sièges du parti de Nidjon Froundi sont le fruit de sa seule victoire, dans la circonscription électorale du Nord-Ouest, le RDPC par contre peut se targuer d'une victoire nationale. Nous avons la réalité du Cameroun. Je crois que la dernière fois, il y avait des accidents et je suis heureuse que le RDPC ait approché les 70 sénateurs. Ça montre que le parti au pouvoir est toujours solide. On regrette un peu que nous et nos frères de Nord-Ouest sommes perdus, mais c'est la démocratie. Il y a le RDPC et le SDF, mais il y a aussi les 7 autres partis qui étaient en compétition. Ils s'en sortent avec quelques suffrages glanés ça et là. L'UNDP 581, l'UDC 158, le FSNC 75. Pas assez pour prendre place au Sénat, mais suffisant pour se faire une religion sur ce scrutin. La première impression que j'en tire, c'est que parmi les 70 sénateurs, plus de 35% sont des femmes. Je m'en réjouis personnellement. L'autre leçon, c'est une leçon de simple constat. Ceux qui avaient plus de grands électeurs ont remporté les élections et c'est le sort normal de ce type d'élection au suffrage indirect. Mais la grande victoire des sénatoriales, c'est assurément le taux de participation. 10 112 inscrits, 9 902 votants, soit... Taux de participation 97,92%, abstention 210, bulletin nul 83, suffrage valablement exprimé 9 819. Après la proclamation des résultats ce jeudi, chaque parti politique en lice pour les sénatoriales sait donc désormais à quoi s'en tenir en attendant les 30 sénateurs qui seront nommés par le président de la République dans les prochains jours. 2 partis politiques à l'arrivée sur 9 partant le 25 mars. C'est donc l'aboutissement d'un processus électoral conduit de main de maître par l'ECAM et par le Conseil constitutionnel. Chacune dans ses prérogatives, les institutions ont joué leur partition, donnant à voir une grande vivacité de la démocratie camerounaise. Voici la réaction de quelques acteurs de la classe politique, des réactions recueillies par Richard Talatodem. Le jour des résultats, l'attention était soutenue dans la salle des audiences du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé. Et quand le président Clément Atangana donne la liste des élus, c'est la délivrance. Parmi les 9 partis politiques qui étaient en compétition, il y a l'UDP, United Democratic Party, qui croit que son coup d'essai a été un coup de maître. Le résultat a été bien compté et nous sommes très contents de ce qui a été proclamé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. C'est un bon départ pour nous. C'est la première fois que nous compétissons dans cette situation sénatoriale. Et de 0 à 16 voix. CPC qui a raflé tous les sièges à l'extrême nord, c'est la satisfaction. Nous avions été là où nous avions été, nous avions placé les mots appropriés là où il fallait les placer et nous avions travaillé comme cela devait être, nous l'avions fait. Donc pour moi la surprise serait de ne pas avoir, n'est-ce pas, le taux que nous avions eu, c'est-à-dire les 63 sur 70. À l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, l'on est fier d'avoir participé aux élections. L'UNDP a effectué une percée très significative, très satisfaisante. Et ça nous donne une très bonne impression de ce que aux élections futures, l'UNDP marque sa présence et nous ferons
de très belles surprises lors des échéances prochaines. Même réaction à l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès ANDP, qui a aussi pris part aux élections. Nous sommes très contents d'y être allés. Bon, c'est la démocratie, les urnes ont parlé. Nous n'allons pas regretter ce que nous avons fait. Un peu dessus, oui, que les électeurs n'ont pas porté leur bulletin sur nos candidats. Nous sommes fair-play à l'ANDP. À présent, les regards sont tournés vers le président de la République qui nommera les 30 autres sénateurs. Et c'est donc pour la suite de ce processus. Il faut déjà dire que le Conseil constitutionnel réussit ce jeudi son tout premier test. La haute juridiction est entrée sur la scène politique nationale sur les chapeaux de roue, on se souvient, immédiatement attelée à conduire le processus pour cette élection des sénateurs, gérant les phases du contentieux préélectoral et puis post-électoral avant l'apothéose ce 5 avril. Attendu maintenant pour couronner le processus, on l'a dit, la nomination des 30 sénateurs par le président de la République, puis ce sera la session de plein droit, la rentrée de cette deuxième législature prévue le 24 février, c'est-à-dire le 3e mardi après les résultats. Un processus réglé comme sur du papier à musique, il faut le dire. Eugène Bey. 2 étapes importantes restent à franchir pour la fin de ce processus enclenché le 7 février dernier. L'article 214 alinéa 1 de la loi portant code électoral dispose que chaque région est représentée au Sénat par 10 sénateurs, dont 7 élus et 3 nommés par décret du président de la République. L'alinéa 3 de l'article 215 de la même loi précise que la nomination de ces 30 sénateurs intervient dans un délai maximal de 10 jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Tout laisse penser que cet acte présidentiel pourrait intervenir au plus tard le 15 avril prochain. La deuxième étape est celle qui marque l'entrée en fonction des 100 sénateurs. D'après l'article 15, alinéa 2 du Code électoral, le Sénat s'est réuni de plein droit en session ordinaire le 3e mardi, suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales. Au regard de la loi, ce sera le 24 avril prochain. À l'occasion, le Sénat élira son bureau, les sénateurs arboreront leurs insignes et attributs. C'est alors à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que le travail commencera dans la Chambre haute du Parlement. Vous l'aurez donc corrigé, c'est bien le 24 avril prochain. On l'a dit, ce sera le 3e mardi après les résultats, la rentrée de cette deuxième législature au Sénat. Parlons de tout à fait autre chose à présent, de la circulation illicite des armes à feu au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale siffle la fin de la récréation. Dans un communiqué signé hier mercredi, Paul Atangandji décide en effet de la fermeture des armureries et interdit jusqu'à nouvel ordre la vente des armes de chasse et de protection et même des munitions assorties dans 6 régions à travers le Cameroun. Une mesure sécuritaire qui vient réglementer la prolifération de ces armes à feu à travers le territoire. Éric Benjamin, la maire. Les chiffres seuls font peur. Environ 45 millions d'armes légères et de petit calibre circulent dans la sous-région Afrique centrale, dont une partie non négligeable se trouve au Cameroun. Ces armes alimentent le réseau de la grande criminalité, de la criminalité transfrontalière et bien entendu du terrorisme. Les récents événements dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest ont montré combien ces armes sont destructrices et meurtrières. Les bandes armées opérant en petits groupes utilisent cet arsenal pour commettre leurs exactions à la fois sur les populations civiles que sur les cibles militaires. À titre d'illustration, ces armes ont tué plus de 3 500 000 personnes en 14 ans en République démocratique du Congo. C'est pour éviter cette escalade que le ministre de l'administration territoriale a interdit la circulation et la commercialisation des armes dans 6 des 10 régions du Cameroun. De même qu'il instruit un inventaire exhaustif de l'arsenal existant tout en demandant aux détenteurs de ces armes ayant des obligations de port d'armes de se faire à nouveau enregistrer auprès des autorités compétentes. Cette mesure qui s'étend aux armes de fabrication artisanale donne 30 jours à ceux qui les détiennent illégalement. Ça veut dire que nous sommes prêts pour la continuité. Au RDPC, on se satisfait du résultat d'un travail bien fait. Nous avons le sentiment du travail accompli. Nous avons certainement gagné.
il y a encore beaucoup de travail à faire. L'UNDP n'a pas eu de sénateur, mais dans le parti de Bel Lobo Maïgari, on est content du Conseil constitutionnel et du processus électoral. L'UNDP constate que ces résultats sont conformes à ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. On n'a pas constaté de fraude, puis l'UNDP, dans pratiquement toutes les régions, a eu des voix, bien qu'elle n'avait pas de conseillers municipaux dans 6 régions sur 10. Donc l'UNDP est plutôt satisfaite. In fine, tout le monde, il est content du point d'orgue des sénatoriales 2018, rythmé par le Conseil constitutionnel. Il faut rappeler que conformément à la loi, 30 sénateurs seront nommés par le chef de l'État, soit 3 par région, et ce, au plus tard le 15 avril, c'est-à-dire dans 10 jours. Et en attendant de voir donc d'autres nouvelles personnalités entrer au Sénat, allons d'abord à la découverte de la nouvelle élue de la région du Centre. Elle s'appelle Eliane Koungou-Edima, elle est journaliste, diplômée de la promotion 2002 de l'ESTIC. Elle fera donc ses premiers pas au Sénat à cette prochaine législature. Voici son portrait brossé par François Bakary de CRTV Centre. Eliane Koungou-Edima est le premier enfant de la famille de l'emblématique Ferdinand Koungou-Edima, de regrettée mémoire, ancien ministre de l'administration territoriale et ancien président du canon sportif de Yaoundé. Elle a de qui tenir. Cette journaliste de CRTV, mère de plusieurs enfants biologiques et naturels, qui a passé toute son enfance en France. Rentrée au pays, titulaire d'une licence S-lettres langue vivante, obtenue à l'Université de Paris 7e, elle intègre la CRTV en 1991, non sans avoir trimé un peu le temps de quelques années. Elle commence à militer au RDPC alors qu'elle est étudiante à Paris. Première présidente de la section OF d'Union Esso Nord, nommée au bureau national de l'OF et membre de la commission permanente départementale du RDPC d'Union Esso. Son élection se présente donc un peu comme le couronnement d'un long parcours. C'est la main de Dieu. Dieu m'avait dit il y a 2 mois que je serais là, j'allais dire que c'est faux, ce n'est pas possible. Et je me retrouve là. Cette Benjamin, du groupe des 10 sénateurs du centre, s'est voulue trop chiche en déclaration. Elle est restée modeste plutôt. Je suis joyeuse parce que ça n'arrive pas tous les jours. Être sénateur, ce n'est pas très évident. Quand on intègre un groupe comme celui-là, on ne peut être que fier. La cinquantaine bien sonnée, Eliane Koungou ne s'intéresse pas trop aux choses de la vie. Cette fervente croyante a tout remis à Dieu. L'issue de ces élections sénatoriales n'était pas du tout évidente pour le RDPC dans la région de l'Ouest. Jusqu'au bout, les militants dans cette région ont eu des sueurs froides pour leur liste à ce scrutin, jusqu'au rejet par le Conseil constitutionnel de la requête introduite par l'UDC, c'était au Palais des Congrès. D'où la joie, le soulagement légitime pour le RDPC dans cette région. Ce jeudi, Jean de Dieu Kouagné est à Bafoussam. Après le scrutin sénatorial du 25 mars dernier dans la région de l'Ouest, c'est dans la sérénité que militantes et militants du RDPC attendaient les résultats officiels. Transistor à l'oreille et devant le petit écran, ils n'ont rien raté de la proclamation des résultats. L'Ouest a aujourd'hui 7 sénateurs élus. Hier, c'était 3 sénateurs nommés. Aujourd'hui, c'est 7 sénateurs élus. En attendant les nommer, il y a de quoi être très content. Moi, je suis satisfait. À l'UNDP, on reste serein et espère mieux faire aux prochaines échéances électorales. Maintenant, les 70% des sénateurs sont connus. Nous pensons que nous allons résolument vers les prochaines échéances. Le RDPC, dans la région de l'Ouest, pour cette 2e mandature du Sénat au Cameroun, a confiance aux sénateurs élus. Nos attentes, c'est que ceux qui ont été choisis aillent à l'Assemblée maintenant, au Parlement, montrer de quoi ils sont capables. Dans les différents états-majors des candidats, c'est déjà la fête. Dans la région de l'extrême nord, la proclamation des résultats des sénatoriales intéressait tout particulièrement 3 formations politiques. Le RDPC qui a remporté tous les sièges, l'UNDP et l'ANDP satisfaits d'avoir participé. Le tour des états-majors politiques dans cette région avec notre correspondant là-bas, Aladi Mustafa. La proclamation des résultats des élections sénatoriales du 25 mars dernier
a été suivi avec beaucoup d'intérêt à Maroua en général et au sein de 3 formations politiques en compétition en particulier. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RD. Famille dont il est resté l'égérie, le patriarche. La gerbe ne suffit même pas ici. Charles Ndongo en personne est au premier rang. Les regards, les attitudes sont graves, les mines tristes comme perdues pour un temps, car il faut continuer de moquer la mort. La pluie ne fait rien à l'affaire. Florent Etoga Ili, après les hommages de la mise en bière, est à l'heure à la messe, une parmi ces dernières. Il a précédé le représentant personnel du chef de l'État, le ministre Philippe Margambois. Lui, le chrétien privilégié, ami des évêques, laïc engagé s'il en est. À lui, les belles mélodies. Toujours ce pied de nez à la faucheuse. Que peut-elle donc d'autre? Le musicien de l'écriture et de la langue française, couché dans le catafalque, cela suffit. Son œuvre, elle, survit. Des écrits innombrables sur Dieu, sur les hommes, sur la vie. Humanisme laïque, social, on dit les témoignages. Enfin, l'homme public, le frère Vognamier, l'épicurien d'alcôve. Autant de souvenirs pour Suzanne, la petite maman, et néanmoins fille du patriarche, restée digne, comme tous d'ailleurs dans la famille. Quand le premier directeur général et de la télévision nationale et de Cameroun Tribune, non moins nationale, entame le dernier voyage, on ne pleure pas une vie si pleine. Le vrai tombeau des morts est dans le cœur des vivants. Et il y a matière. L'ancien directeur général de Cameroun Tribune et de la CRTV sera inhumé samedi à Soa. Les régions dans le 20h30, direction la région du Sud, pour ouvrir le dossier sur la gestion des forêts. Avec ses 2 millions d'hectares de forêts, la région du Sud occupe le 2e rang au plan national après la région de l'Est. Des forêts à la classification parfois complexe. Voici les éclairages à ce sujet de Anissé Sister et Siane de CRTV Sud. La forêt, l'or vert de la région du Sud. Dans cette partie du pays, la surface forestière est évaluée à plus de 2 millions d'hectares. De quoi rivaliser le grand massif de la région de l'Est. Pour son exploitation durable, l'État a établi une méthode de gestion. La loi de 1994 définit la forêt en deux domaines. Le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent. Dans le domaine forestier permanent, nous retrouvons là les UFA, les unités forestières d'aménagement, les forêts communales. Et dans le domaine forestier non permanent, nous avons les forêts communautaires, les ventes de coûts. Sur l'ensemble de la région, l'on dénombre 31 unités forestières d'aménagement, 16 forêts communales et 122 forêts communautaires. Malgré cette répartition, la gestion des ressources qui en découlent demeure la source des discordes. La forêt fait partie des ressources dont dispose la République, au même titre que le pétrole, au même titre que les minerais qui sont abondamment exploités du côté de l'Est. Mais il est à déplorer que nous voyons simplement des grandes exploitations forestières, mais nous tardons à voir les bénéfices, n'est-ce pas, de la présence de ces exploitations-là. L'État a conçu une réglementation favorable, n'est-ce pas, aux communautés locales, mais une réglementation qui n'est pas implémentée sur le terrain. À ces incompréhensions dans la gestion s'ajoutent d'autres menaces, parmi lesquelles la déforestation due aux coupes illicites du bois. Nous avons beaucoup des essences également, des essences qui sont très prisées, telles que les bibinga, les wenge, mais qui sont aujourd'hui en citesse parce que forte demande de ces essences. Dans cette juxtaposition d'acteurs, les populations riveraines, peuples de la forêt, cherchent toujours la part qui leur revient.
Lumière à présent sur la gestion des forêts dites communales, ces concessions forestières allouées aux communes pour accroître les revenus de ces collectivités territoriales décentralisées. Une gestion maintenant très controversée. Nous allons à la commune d'Ambam, c'est dans la vallée d'Untem. La commune exploite plus de 42 000 hectares de forêt, mais avec quelle transparence et pour quelles retombées exactement pour les communautés? Voici l'enquête de Jean-René Mengele de CRTV Sud. L'arrêté conjoint signé par les ministres des Forêts et de la Faune, des Finances et de l'administration territoriale a fixé la clé de répartition des revenus issus des forêts communales. Lorsqu'une commune bénéficie d'une forêt communale, elle a l'obligation de répartir les revenus en deux grands groupes, 70% des revenus, pour la réalisation des projets d'investissement d'intérêt. Pour les déposer auprès du sous-préfet ou du préfet territorialement compétent. Des nouvelles de la FIAC, la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala, comme elle va. Il y avait là-bas ce jeudi, dans la capitale économique, une conférence débat autour de la table des opérateurs économiques et plusieurs experts financiers. Tous sont venus évaluer l'état des lieux des accords de partenariat économique. Pour les détails, retrouvons à Douala Marcel Kassibili. L'auto-emploi est la voie professionnelle choisie par plusieurs personnes pour faire face au problème du chômage. Cependant, concevoir, mettre en place et faire fonctionner son entreprise constitue souvent un véritable chemin de croix, notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir les financements nécessaires. Les difficultés que nous rencontrons en tant que promoteurs de start-up pour trouver des financements. Même quand votre projet, votre entreprise a du potentiel, même quand votre compétence n'est pas à redouter, le banquier estime toujours qu'il faut plus de garanties. Mais c'est compliqué parce qu'il faut bien commencer quelque part. Je crois que si on avait demandé des garanties à M. Zuckerberg, Facebook n'existerait pas aujourd'hui. Donc c'est bien de mesurer le risque, c'est bien de demander des garanties, mais on peut aussi s'appuyer sur le facteur potentiel. C'est pour aborder ces difficultés que le groupement interpatronal du Cameroun a organisé au club Camtel de Bépanda un atelier qui a vu la participation des promoteurs de plusieurs start-up et représentants des institutions bancaires. Il ressort des échanges que l'heure est à l'accompagnement et plus nécessairement au seul financement des projets. Sur la base des conclusions de cet atelier, on peut dire que la nécessité du partenariat entre les PME et le secteur bancaire est définitivement établie. Nous reviendrons certainement sur ce point de Marcel Kassibili sur les accords de partenariat économique à Douala dans d'autres éditions de journaux télévisés. C'était donc tout à fait autre chose avec notre correspondant permanent à Douala. Parlons à présent du café, l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar qui vient d'achever son assemblée générale. C'était ici même à Yaoundé, une rencontre présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Il s'agissait d'envisager les modalités pour une meilleure promotion du café Robusta à l'échelle mondiale. Les conclusions de ces travaux, Florence Ngwangeli. Le café Robusta était au centre des débats pendant ces assises de l'agence des cafés Robusta de l'Afrique et de Madagascar, ACRAM. Des questions liées aux défis nouveaux de la filière ont été analysées et des voies de réflexion proposées. Il faut à la CRAM, même si elle est naissante, une structure juridique. Moi, je ferai un applaudissement pour les jeunes qui nous ont beaucoup édifiés, pour les femmes, donc genre. En procédant à la clôture de cette 6e édition de la CRAM, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a recommandé aux participants de travailler davantage pour contribuer à l'émergence de la filière café Robusta au niveau mondial. La relance passerait par le développement de la recherche. Le développement de la recherche devant lui-même se traduire par une plus grande disponibilité des plans. Donc on peut maintenant dire qu'à l'issue de Yaoundé, les producteurs pourront disposer de plans en nombre, mais aussi en qualité. Et c'est lors de l'Assemblée générale extraordinaire prévue en mai 2018 à Libreville au Gabon
que seront fixés la date et le lieu des travaux de la 7e édition de l'Assemblée générale de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM. En nécrologie, la reconnaissance et l'hommage de la nation à Florent Etoga Eli, la dépouille mortelle du tout premier directeur général de la CRTV et de la SOPECAM, était mise en bière ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé, à la levée de corps, tout comme à la messe de requiem en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Le président de la République était représenté par le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbargambois. Le reportage, Serge Atangana Bissot. Les ministres de Dieu tout de blanc vêtus, comme pour un dimanche de Pâques, les ministres des hommes venus en genre et en nombre, comme pour une fête. Des hommes, des femmes d'aujourd'hui, d'hier et même d'avant-hier, l'âge du gisant 82 ans l'autorise. Voilà l'authentique pied de nez à la mort que les textes lus depuis la mise en bière à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé jusqu'à la messe de requiem à la cathédrale déroulent. La grande faucheuse, moquée par le parterre de fleurs aussi. Le couple présidentiel, fidèle et reconnaissant à un serviteur de l'État parmi les plus méritants. La famille biologique, bien sûr. La CRTV, cette autre